Donc voici mon exposé sur la transition énergétique et l'habitat dans le cadre du cycle de formation sur les changements climatiques et modes de vie qui a été organisé par le CEAS d'Indre-et-Loire en février 2019. Au-delà d'être économe en énergie, notre habitat doit respecter la création tout entière, être sain et protéger tous les êtres vivants, tout l'environnement. Plutôt que de parler seulement de l'énergie dans l'habitat, on va donc élargir notre propos à l'habitat écologique, en constatant qu'il repose sur 3 piliers: la performance énergétique, c'est-à-dire comment on consomme le moins possible d'énergie, à la fois pour faire fonctionner, pour habiter dans un logement et pour le construire, mais aussi comment l'habitat préserve la santé des occupants et leur bien-être, et comment l'habitat respecte l'environnement au sens large, la biodiversité, etc. Donc voilà pourquoi mon exposé comporte 4 parties. Une première partie sur les données de contexte, quelles sont aujourd'hui les caractéristiques du parc de logement français. Une deuxième partie sur comment faire pour construire un logement écologique neuf, c'est-à-dire on part de zéro sur une terre vierge et on va construire un logement écologique neuf. Et ensuite, comment améliorer l'existant. Comment le parc de logements qui existe aujourd'hui, qui est bien plus nombreux que le parc de logements neuf, comment est-ce qu'on peut le rendre plus écologique. Et la quatrième partie, elle porte sur les politiques publiques, donc notamment les politiques publiques dans l'agglomération de Tours. Quelles politiques publiques de préservation de l'environnement autour des questions de l'habitat. D'abord, quelques chiffres, vraiment peu de chiffres, sur les consommations d'énergie. Donc l'habitat génère tout seul 41% des consommations d'énergie en France et 23% des gaz à effet de serre. C'est dire si une intervention sur l'habitat est déterminante par rapport à la consommation globale de l'énergie en France, puisque si on intervient sur l'habitat, donc elle ne consommera jamais zéro énergie, mais elle peut effectivement être améliorée, eh bien on agit déjà sur 40% de la consommation globale. Et par ailleurs, deuxième chiffre d'observation, l'habitat collectif représente un peu moins de la moitié, donc 44%, et l'habitat individuel, c'est-à-dire les maisons individuelles, représente 56% du parc de logement français. Donc ça, c'est des chiffres globaux, et dans la diapositive suivante, je vais vous montrer comment ce parc de logement évolue d'une année sur l'autre. Donc ce tableau de chiffres est fondamental pour comprendre les caractéristiques du parc de logement français et son évolution entre 1987 et 2017, donc sur une période de 30 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 30 ans, le parc de logement a beaucoup évolué, puisque le nombre de résidences principales était de 20 857 000 en 1987, et 30 ans plus tard, on est à 28 577 000. Donc ça, c'est une progression de 1,1% par an, et ça, c'est dû notamment au fait que les ménages sont de plus en plus petits. C'est-à-dire que en 1987, la taille moyenne d'un ménage, c'était plutôt 3 ou 4 personnes. Les familles à l'époque avaient plusieurs enfants, et donc il fallait un logement qui puisse loger un ménage avec 3 ou 4 personnes. Aujourd'hui, la taille des ménages a diminué, c'est-à-dire que ce n'est guère que 1,7, c'est-à-dire que la moyenne des ménages, c'est même pas 2 personnes, il y a énormément de personnes seules aujourd'hui. Et donc, pour loger les 4 personnes qui étaient logées en 1987, eh bien, il faut aujourd'hui 2 logements, et non plus un seul, puisque la taille du ménage a diminué. Donc, avec tout ce qu'on sait du nombre d'enfants qui se réduit, des familles qui se séparent, etc. Donc, tout ça fait qu'il y a de plus en plus de besoins de logements pour loger la même population. Et par ailleurs, la population augmente également, puisqu'on a une augmentation du nombre de personnes qui résident en France, ce qui explique que, globalement, le nombre de résidences principales dans le parc de logement augmente fortement. Donc, de façon sans discontinuité, pendant 30 ans, il a augmenté d'1% par an. Donc aujourd'hui, il a augmenté en gros de plus de 30%. Et ce qu'on voit, c'est que
proportion de chaque type de logement est à peu près identique. C'est-à-dire, on voit que les propriétaires se sont un peu plus nombreux aujourd'hui, en 2017, qu'ils n'étaient en 1987. Vous voyez, 57,9% contre 53,7%. Mais le nombre de locataires est à peu près le même, 39%. Et le nombre de personnes logées gratuitement, alors ça c'est les congrégations religieuses, c'est les personnes qui sont logées parce qu'ils ont un logement de fonction, etc. Ça a beaucoup fondu depuis 1987. Mais et alors, après, quand on regarde à l'intérieur, on voit que sur les presque 60% aujourd'hui de propriétaires, eh bien, il y en a 20% qui accèdent à la propriété, c'est-à-dire qu'ils ont encore des charges de remboursement sur leur logement. Et donc, on peut penser que ces personnes, elles auront plus de difficultés à faire des travaux d'amélioration de l'habitat et des travaux d'économie dans leur logement que les personnes qui sont déjà propriétaires et qui n'ont plus de charges de remboursement, ce qui représente quand même presque 40% du parc de logement. Quant aux locataires, le problème c'est que ce n'est pas les locataires qui peuvent faire des travaux d'économie d'énergie dans le logement. Bien sûr, les économies faites, ça leur profite, mais l'investissement, il est pour le propriétaire. Donc on voit que ça va être assez compliqué de pouvoir intervenir sur ce parc de logements locatifs. Si ce n'est la réserve quand même, c'est que parmi les logements locatifs, il y en a à peu près la moitié, c'est-à-dire que un petit peu moins de la moitié, 17% du parc total, c'est-à-dire un peu moins de la moitié du parc de logements locatifs, qui est propriété de bailleurs HLM. Et donc, pour les bailleurs HLM, c'est assez simple de prendre des initiatives pour faire des travaux d'économie d'énergie. Donc on va avoir en France un parc de logements HLM qui est bien meilleur que le parc de logements privés. Quant au parc de logements privés, il est constitué de logements locatifs privés, il est constitué en partie de copropriétés. Alors, dans les copropriétés, il y a aussi des résidences principales appartenant à leurs propriétaires, mais il y a aussi des logements locatifs, et ça, c'est le parc le plus difficile à envisager des travaux. Parce que ça suppose des décisions collectives des copropriétaires qui sont extrêmement difficiles à prendre parce que c'est jamais le moment. Une année, tel copropriétaire va avoir les moyens et voudra bien engager des travaux, mais pas ses voisins, et l'année suivante, c'est l'inverse. Donc, le parc de logement en copropriété, c'est vraiment le parc de logement qui est le plus dur à obtenir. Et on voit que ça représente presque un tiers du parc de logement. Donc, vous voyez, les différents pourcentages du parc de logement qui induisent ensuite des facilités ou au contraire des obstacles importants à la mise en conformité et la réduction de l'énergie consommée dans ces logements. Donc cette diapo illustre la façon de déterminer quelle est la qualité en matière d'économie d'énergie d'un logement. Et vous êtes sans doute familier avec ces diagrammes, mais les logements sont classés donc en 7 catégories, de A, les logements les plus économes, jusqu'à G, les logements les plus, ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est les logements qui sont les plus difficiles à chauffer. Et donc, en moyenne du parc de logements français, l'étiquette énergétique moyenne, elle est entre D et E. Donc la plupart des logements sont autour de l'étiquette D. Donc c'est quelque chose qui est plutôt médiocre, et qu'on puisse effectivement remonter. Donc vous voyez la répartition, la segmentation du parc de logements par classe énergétique. On voit que la classe la plus importante, c'est l'étiquette D, et que finalement, l'étiquette C, voire l'étiquette B, c'est vraiment très marginal au sein du parc de logements français. Donc on mesure tous les progrès qu'il y a à faire si on veut effectivement que l'habitat devienne économe en énergie. Et donc comment on explique la plus ou moins bonne qualité thermique d'un logement ? Eh bien, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui influent sur la qualité du logement. La date de construction, tout d'abord. Il est évident que quand on a construit des logements dans les années 2000, les modes de construction étaient plus performants que les logements qui ont été construits dans les années 1970. Mais aussi la taille, le statut d'occupation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème des logements locatifs, c'est que
celui qui a intérêt à avoir un bon logement, c'est pas celui qui l'occupe. Donc il n'est pas très enclin, le propriétaire bailleur, il n'est pas très enclin à faire des travaux dans son logement parce que ça ne lui profite pas. Et puis l'énergie utilisée, et enfin la localisation géographique. Donc vous voyez, le diagramme montre, ne serait-ce qu'en fonction de la date de construction, comment se répartissent les étiquettes. Donc on voit que le parc de logement avant 48, il est majoritairement dans l'étiquette G, dans les passoires thermiques, et que le parc de logement construit avant 48, qui est en étiquette B, c'est pratiquement inexistant. On commence à le voir en étiquette C. Donc les logements les plus récents sont les logements les meilleurs au plan énergétique. Donc on voit que les logements les plus énergivores, c'est les studios ou les 2 pièces du secteur locatif privé, pour les raisons de différence entre l'usage et la propriété du bien. Donc là, on rentre dans la deuxième partie de l'exposé, qui est de comment construire une maison écologique. Alors je dis bien construire, c'est-à-dire qu'on part de zéro, on part du terre vierge, et on va construire un logement neuf. L'exposé, enfin le contexte, les chiffres de contexte que je vous donnais préalablement, montrent que là, on est sur le flux du parc de logements. Donc on construit chaque année en France environ 300 000 logements, mais le parc de logements existant, vous voyez qu'en 2017, il était de 28 millions de logements. Donc, si on concentre tous les efforts sur le parc de logements neufs, avant qu'on ait un renouvellement total, il va falloir presque 100 ans pour renouveler l'ensemble du parc. Donc, c'est le processus qui consisterait à dire, bien, chaque année, on démolit 400 logements et on en reconstruit 409, pour avoir des bonnes conditions écologiques, ça ne peut pas tenir, parce qu'on ne peut pas attendre 100 ans avant d'avoir mis le parc à niveau. Donc, je commence par faire un exposé sur la construction d'une maison écologique, parce qu'on va voir par la suite que la réhabilitation, elle s'inspire des méthodes pour construire une maison. Donc, construire une maison écologique, c'est rare, et ce n'est qu'une très faible partie du parc de logement. La première question qui se pose pour construire une maison écologique, c'est de choisir le lieu d'habitation. Parce que, effectivement, si vous construisez une maison loin des services, eh bien, il va falloir ensuite beaucoup de déplacements automobiles, et en plus, il va falloir amener les réseaux dans cet endroit-là, etc., ce qui a beaucoup de dépenses d'énergie, de l'automobile, etc. Donc si on veut effectivement pouvoir limiter ces déplacements ultérieurs, eh bien c'est essentiel de choisir un lieu d'habitation qui soit proche des services et qui soit là où il y a déjà d'autres constructions. Ce que je dis, ça va en faveur de la densité urbaine, c'est-à-dire que sur le même territoire, eh bien, il est préférable d'avoir une densité de logements sur ce territoire qui est plus importante, plutôt que effectivement des zones qui sont à faible densité. Et enfin, c'est intéressant d'envisager la démolition, la déconstruction, reconstruction. Déconstruction, parce que démolition, ça veut dire qu'on démolit n'importe comment. Déconstruction, ça veut dire qu'on va préserver des matériaux et tenter de les réemployer, toujours dans le but d'en faire l'économie, parce que c'est une bonne solution pour éviter de consommer de nouvelles terres agricoles et d'artificialiser les sols. À une certaine époque, on artificialisait presque un département chaque année, et on s'est rendu compte que il fallait plus faire ça, parce que les sols n'étaient plus perméables aux eaux de pluie, et ça provoquait des inondations. On en a vu fréquemment, tous les hivers, il y a des zones qui ont des inondations. C'est notamment dû au fait que les constructions et l'artificialisation des sols s'est développée, et que les terres n'absorbent plus les pluies qui tombent. Donc, il est préférable de dire, si une construction n'a pas de valeur, il vaut mieux déconstruire et reconstruire, parce qu'au moins on n'a pas utilisé une terre vierge. Donc une fois qu'on a choisi l'emplacement de la maison, il faut employer ce qu'on appelle l'approche bioclimatique. C'est-à-dire une approche qui cherche à puiser dans l'environnement naturel et à proximité, les ressources nécessaires au confort des habitants, se protéger des chaleurs d'été. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la question des surchauffes d'été
est presque plus préoccupante que la question du chauffage d'hiver. Donc se protéger des chaleurs d'été et profiter au mieux du soleil en hiver, ce qui conditionne le type d'habitat et sa volumétrie. Une maison qui est compacte permet par exemple de limiter les pertes de chaleur. Profiter au mieux des apports de chaleur du soleil et de la lumière naturelle. Et donc, ça veut dire que dans la composition de votre maison, dans sa distribution, au sud, on va trouver les pièces d'agrément, les pièces de séjour, là où on vit la plupart du temps. Et au nord, on va mettre des pièces tampons qui vont protéger, là où on n'a pas de soleil, les pièces de service et les dégagements. Et pour éviter les surchauffes d'été, une pergola ou une avancée dans la toiture, ça offre de bonnes protections naturelles. Donc, concevoir sa maison de façon bioclimatique, c'est réfléchir à l'ensemble de ces données. C'est pas directement de la consommation d'énergie ou pas, mais c'est ce qui permettra par la suite d'éviter des consommations excessives, soit effectivement pour chauffer, mais plus sûrement pour garder une température limitée à l'intérieur de la maison. Après, la question qui se pose, c'est quels matériaux utiliser dans la construction neuve. Donc, on essaye aujourd'hui de ne pas prendre de matériaux carbonés ou de matériaux qui demandent une grande quantité d'énergie pour les produire. Notamment le ciment demande à ce qu'on chauffe du calcaire à des puissances très importantes, ce qui fait que le ciment est un matériau qui est très consommateur d'énergie. En revanche, pour construire sa maison, eh bien, il faut essayer d'utiliser des matériaux locaux qui demandent moins de transport et qui soient biosourcés. C'est ce qu'on appelle les matériaux qui proviennent directement de la nature. Donc dans la région Centre-Val de Loire, on est le premier producteur en Europe de paille. Et donc aujourd'hui, la paille est couramment utilisée pour les murs ou l'isolation de toiture. Et donc vous voyez sur la photo donc une construction avec un mur de paille, et donc c'est une excellente isolation. Mais le bois est aussi largement utilisé, tant en charpente qu'en bardage. On a aussi dans notre région des producteurs de chanvre pour l'isolation, et donc tous ces matériaux aujourd'hui commencent à être commercialisés de façon courante, et c'est vrai que quand on cherche à isoler sa maison, il y a quelques années, on avait seulement la possibilité d'avoir de la laine de verre, et aujourd'hui, on commence à avoir une gamme de matériaux beaucoup plus large. Donc, le choix des matériaux est également influencé par la nécessité d'apporter de l'inertie à la construction pour éviter les écarts de température. L'inertie, c'est ce qui permet à la chaleur ou à la fraîcheur de se décaler par rapport au moment où elle arrive. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, par exemple, que en été, quand il fait très chaud dehors, et si vous avez un mur frais à l'intérieur, eh bien, il va avoir 1 ou 2 journées, vous allez encore bénéficier de l'apport de fraîcheur du mur, et au bout de 2 ou 3 jours, évidemment, le mur va se réchauffer. Mais on a décalé la pointe de chaleur de plusieurs jours. C'est pareil pour la chaleur d'hiver. L'inertie permet également de conserver la chaleur emmagasinée dans les matériaux et de la restituer au moment où effectivement l'air devient plus froid. Donc ça veut dire que certaines parties de la construction, eh bien, il faut qu'elles soient construites avec des matériaux plus lourds. Là aussi, de plus en plus, on construit avec de la terre ou de la brique pour éviter d'utiliser du ciment. Donc là, la question du moyen de chauffage, c'est vraiment une question aussi importante quand on veut construire une maison écologique. Donc j'ai beaucoup insisté jusqu'à maintenant sur la question de l'isolation, parce que si votre maison est bien isolée et bien étanche à l'air, donc ça c'est une question qui est arrivée aussi récemment dans les modes de construction, c'est qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas de fuite d'isolation. Mais si votre maison est bien isolée et bien étanche à l'air, eh bien il suffit d'une bougie pour chauffer la maison, puisqu'il n'y a pas de déperdition de chaleur. Donc s'il y a une belle qualité d'isolation et d'étanchéité, c'est envisageable dans la construction neuve. Et donc dans la construction neuve, généralement, mais pas de moyen de chauffage à l'intérieur, où la seule présence des occupants, elle est suffisante pour climatiser le logement, au-delà des apports gratuits du soleil par les baies extérieures. Alors,
on n'est pas toujours dans la construction neuve avec un niveau d'étanchéité et un niveau d'isolation important, donc il est parfois nécessaire d'avoir un chauffage d'appoint. Donc là, il y a plusieurs solutions envisageables. Le poêle à bois, avec effectivement aujourd'hui la possibilité d'avoir ce qui s'appelle le poêle à pellets, donc des granulés qui permettent une alimentation automatique et donc pratiquement d'arriver au confort d'une chaudière, donc, dont on n'a pas besoin de s'occuper, ou le poêle à bûche, qui est plus agréable pour être autour, mais qui effectivement demande d'être rechargé fréquemment. Donc, ou alors on peut aussi imaginer d'avoir une résistance électrique dans le chauffage de l'air, voire une petite pompe à chaleur quand on a besoin de plus de puissance. Le problème, c'est qu'avec la pompe à chaleur, on rentre tout de suite dans des objets qui sont plus technologiques. Et donc là, on est plutôt effectivement dans... Si on recherche du low-tech, eh bien, il vaut mieux qu'on imagine un poêle à bois qu'une pompe à chaleur. Donc la question de l'eau est également importante, puisqu'on dit protéger la biodiversité, protéger l'eau. Il n'y a pas seulement protéger la consommation d'énergie. Et donc l'installation d'une citerne de récupération de l'eau est indispensable dans une maison écologique. On peut ainsi utiliser l'eau récupérée pour tous les usages, sous réserve d'utiliser des filtrations qui le permettent. On peut même avoir des filtrations très précises avec des cartouches de céramique qui permettent effectivement de rendre potable l'eau stockée. Mais ça reste une installation quand même relativement rare. Et donc la chasse d'eau des toilettes, c'est un poste important de consommation d'eau. L'installation de toilettes sèches peut être une façon d'économiser l'eau. Il y a plusieurs dispositifs de toilettes sèches et la recherche n'est pas encore totalement terminée sur le sujet. Donc c'est, je pense, quelque chose qui va à l'avenir se généraliser. Mais les toilettes sèches, ça provoque parfois quelques réticences, notamment pour les questions de vidange. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux dispositifs qui permettent de simplifier les choses. Alors on peut aussi se poser la question de l'autoproduction d'électricité. Vous voyez sur la photo donc une maison sur laquelle on a installé des panneaux solaires photovoltaïques. Donc ça, je pense que c'est une très bonne solution. Alors pour l'instant, cette électricité est produite sur place, mais revendue à EDF pour effectivement bénéficier d'une alimentation continue. Le problème de l'autoconsommation de l'électricité, c'est que vous ne produisez l'électricité que quand il y a du soleil. Et donc, en fait, vous en avez besoin la plupart du temps quand il n'y a pas de soleil. Donc, aujourd'hui, on n'a pas des batteries suffisamment puissantes et performantes pour pouvoir effectivement emmagasiner l'électricité quand elle se produit et la déstocker quand on en a besoin. Je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qui va progresser. Aujourd'hui, le système de la revente à EDF et donc du branchement au réseau permet de compenser ce système de batterie insuffisante. Mais je pense que ça va progresser dans les années à venir. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des panneaux solaires thermiques. Alors, il y en a qui sont un peu fanas de ça, pour chauffer l'eau chaude directement, mais c'est plus délicat à utiliser. Alors, c'est plus satisfaisant d'un point de vue du matériau de construction, puisque les panneaux solaires thermiques sont plus simples et ne réclament pas des terres rares comme les panneaux photovoltaïques. Mais en revanche, c'est plus délicat et c'est moins performant sur la quantité d'énergie produite. Donc il y a différents labels qui permettent de caractériser les performances d'une maison écologique en lien avec les réglementations existantes. Donc les réglementations thermiques, elles existent depuis 1974 et au fur et à mesure des années, elles ont été améliorées pour être de plus en plus performantes. Donc actuellement, c'est toujours la RT 2012 qui est en vigueur, mais on passe très progressivement à la RT 2020. Et donc la RT 2020, elle promeut les constructions neuves de bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des constructions qui produisent de l'énergie au lieu d'en consommer. La RT 2020 fixe la limitation de consommation de chauffage à 12 kWh par équivalent pétrole par mètre carré et par an, et la consommation totale à 100 kWh par mètre carré. Donc ce qui est très très faible, et on est en l'étiquette A, si on se réfère au schéma que je vous montrais tout à l'heure. Donc il y a un affichage
de la réglementation thermique très volontariste pour effectivement réduire considérablement les consommations d'énergie. Mais aujourd'hui, les scientifiques et les techniciens, les inventeurs savent faire. On a construit aujourd'hui, on a du recul aussi, on a des choses qui fonctionnent depuis plusieurs années, où on habite dans des logements qui consomment zéro, sur lesquels il n'y a aucun besoin d'apport d'énergie. Et enfin, donc, se pose la question du prix de la construction d'une maison écologique. Donc, c'est généralement admis qu'il coûte de 10 à 20% plus cher qu'un logement standard. Mais un logement écologique s'apprécie surtout par son faible coût d'usage. C'est-à-dire que vous dépensez un peu plus dans la construction, mais en revanche, vous avez une économie sur le fonctionnement, vous payez moins de charges de chauffage. Et donc toute la question, c'est le temps de retour sur investissement, c'est-à-dire en combien d'années l'économie que vous faites sur le chauffage aura financé les investissements plus coûteux que vous avez faits. Donc on peut considérer que cet investissement initial sera valorisé à moyen long terme aussi sur le marché du logement. C'est-à-dire que des logements qui ont une meilleure performance thermique eh bien, se vendront mieux et vaudront plus cher que des logements de qualité médiocre. Donc on pense que les passoires énergétiques et les autres épaves thermiques vont être progressivement retirés du marché parce que personne n'en voudra. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent dans le fonctionnement d'un marché du logement, qui est localisé évidemment, suivant les territoires, que aujourd'hui la question de la qualité thermique entre encore peu dans les motivations des acheteurs de logements. Donc là on rentre dans le troisième parti qui est de comment améliorer l'habitat existant. Donc c'est la grosse partie du parc de logements, hein. C'est 28 millions de logements. Je rappelle que le parc de logements c'est 28 millions de logements en France. Donc la première chose qu'on peut faire sur un logement existant, c'est de réaliser un diagnostic de performance énergétique. Donc il s'agit d'établir un descriptif du logement et de ses équipements qui permet d'estimer la consommation annuelle d'énergie et le coût de fonctionnement du bâtiment. Cette intervention doit être faite évidemment par un professionnel certifié et indépendant de tous les fournisseurs d'énergie. La fiabilité des diagnostics fait polémique depuis plusieurs années, parce que parfois, certains diagnostics, c'est quelque chose qui est relativement complexe à réaliser, un diagnostic thermique, et ils n'ont pas la qualité qu'on attend. On peut faire réaliser par exemple 2 diagnostics par 2 professionnels différents et pas avoir les mêmes résultats. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les consommateurs de s'y retrouver. Alors parfois, il y a aussi des offres qui sont faites par des fournisseurs d'énergie. Par exemple, EDF ou Total va vous proposer de faire un diagnostic de performance énergétique. Mais quelle va en être la validité? Évidemment, ils vont vous préconiser de brancher votre logement à l'électricité ou de le faire fonctionner avec du méthane ou du fioul. Ou même la Poste qui propose des diagnostics de performance énergétique. Donc c'est vrai que on est dubitatif un peu sur cette démarche-là. Pour autant, le diagnostic de performance énergétique réalisé par un bon professionnel est vraiment indispensable pour définir une stratégie d'amélioration de son logement. Donc ça, je donne enfin le chiffre pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte de la qualité de votre logement par rapport à l'ensemble du parc de logement. Donc selon une enquête Phébus, les Français dépensent en moyenne 1 400 € par an en énergie pour le logement. Si c'est un logement, une maison, c'est un peu au-dessus de cette moyenne de 1 400 €, et si vous êtes en collectif, c'est un peu en dessous. Donc il n'y a évidemment pas de corrélation absolue entre le prix et la consommation d'énergie, parce que l'énergie peut être plus ou moins chère suivant les années. Mais en fait, ce chiffre, ça constitue une bonne référence pour se décider à faire quelque chose. Si on dépense plus de 1 400 € par an de dépenses d'énergie, il faut se poser la question de faire des travaux. Si au contraire on est en dessous de ces chiffres-là, voire très en dessous de ces chiffres-là, eh bien on peut dire qu'effectivement on a déjà un logement de bonne qualité. Alors, il y a un autre problème dans la consommation d'énergie dans un logement, c'est qu'il ne dépend pas seulement de la performance de l'isolation ou du bon état de l'appareil de chauffage,
il dépend aussi de la façon dont les occupants du logement vont se chauffer ou vont utiliser tel ou tel appareil de façon dispendieuse ou au contraire de façon économique. Et donc, on voit que ces comportements d'optimisation des consommations conduisent à des réductions significatives d'énergie. Chauffer un peu moins fort, tout de suite, on le ressent sur la consommation d'énergie. Et donc, ces consommations d'énergie vont dépendre du comportement des occupants en lien avec les caractéristiques du logement, ce qui permet d'agir. Par exemple, si on a une régulation de chauffage, c'est évidemment plus facile de baisser la température à certaines heures et au contraire d'avoir une température normale aux heures où on fréquente le logement. Mais on voit que quand on fait des enquêtes sur cette question de la consommation d'énergie, on voit que les comportements économes sont surtout induits pour des contraintes budgétaires. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont de faibles ressources qui se comportent de façon très économe pour ne pas avoir des factures importantes d'énergie. Et donc c'est un peu le problème de ce qu'on appelle les passoires thermiques. C'est-à-dire c'est des gens qui choisissent entre effectivement avoir froid et ne pas dépenser. Leur logement est de mauvaise qualité, ce qui fait que s'ils devaient effectivement le chauffer à la température confortable, eh bien ça leur coûterait des fortunes. Donc ils choisissent de réduire leur consommation pour effectivement limiter leur facture. Et donc les comportements qui visent à diminuer les consommations, c'est quand même globalement minoritaire. C'est vraiment parce qu'on n'a pas les moyens financiers qu'on se met à réduire sa consommation, mais autrement, le problème c'est on n'y fait pas trop attention. Donc ça, si on voulait effectivement encourager les économies d'énergie, la question du signal prix, c'est-à-dire la question du coût de l'énergie, se pose. Si on augmentait un peu le coût de l'énergie, peut-être qu'effectivement tout un chacun ferait plus attention à sa consommation. Donc après avoir cherché à avoir un comportement plus économe, on peut aussi faire des interventions sur le bâti, ce qui va permettre de rendre son logement plus écologique. Donc la première question à se poser, c'est la question de l'isolation. C'est ce qui a le meilleur rapport efficacité-prix. Donc il faut renforcer l'isolation dans l'ensemble, de toutes les parois, mais en commençant par la toiture, en commençant par le sol et en évitant les ponts thermiques. Donc la question de l'étanchéité à l'air aussi est capitale sur l'isolation. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait aucun trou et aucun passage d'air lorsqu'on fait ce genre d'intervention. Donc le changement des menuiseries au profit de menuiseries à double vitrage, c'est souvent l'intervention la plus courante parce que c'est la plus simple, mais c'est pas celle qui doit être faite en priorité. C'est vraiment l'isolation de la toiture et la question d'étanchéité. Donc, le deuxième sujet, c'est la régulation du chauffage. Donc, c'est ce qui permet de réguler la dépense de chauffage en fonction de l'occupation des pièces ou pas. Et donc, ça permet de piloter l'intervention avec des robinets thermostatiques, avec ce genre des sondes extérieures, etc. Et puis, enfin, il faut aussi envisager les changements de chaudière, parce que les chaudières sont aujourd'hui beaucoup plus performantes qu'elles n'ont été par le passé. Et donc, on ressent généralement une belle économie lorsqu'on a changé sa chaudière, voire lorsqu'on a changé de combustible. Aujourd'hui, effectivement, on délaisse de plus en plus les chaudières au fioul pour, effectivement, des chaudières au gaz quand on le peut, voire en gaz en stockage. L'installation d'une pompe à chaleur peut parfois aussi se justifier si on a besoin d'une puissance de chauffage importante. Donc là, j'aborde la question des travaux lourds, parce que jusqu'à maintenant, j'avais essayé de me mettre dans la situation d'un usager du logement qui est propriétaire de son logement et qui veut y faire des travaux ponctuels pour essayer d'améliorer la performance, et c'est ça qu'il faut faire. Mais parfois, il y a des personnes qui achètent une fermette ou qui achètent une maison très ancienne. Là, on est aussi dans le cadre de la réhabilitation. Mais je dirais qu'on revient à la question des travaux neufs. C'est-à-dire, comme il faut tout refaire dans la maison,
eh bien, on se repose, on reprend la démarche bioclimatique en disant mais comment est-ce qu'on va distribuer la maison, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les apports gratuits du soleil sur les baies extérieures, est-ce qu'il faut qu'on rajoute une serre par exemple dans la maison, etc. On est sur la conception avec un architecte d'une maison réhabilitée, mais dans une logique effectivement avec des principes bioclimatiques, des principes qui sont à peu près les mêmes qu'une construction neuve. Simplement, effectivement, la maison existante apporte des contraintes, mais parfois c'est aussi intéressant de pouvoir réutiliser certains aspects de la maison ancienne. Hein. Il y a notamment beaucoup d'inertie qui est très intéressant, ou même certaines maisons anciennes étaient très bioclimatiques, hein, avec des matériaux biosourcés, de la terre, des choses comme ça, qui sont vraiment des matériaux intéressants. Donc là maintenant, c'est la dernière partie de mon exposé, c'est celle sur les politiques publiques. C'est-à-dire, on a vu jusqu'à maintenant comment, au niveau individuel, on pouvait effectivement agir pour rendre son propre logement plus écologique, plus économe en énergie. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au plan global. On voit qu'il y a 28 millions de logements, dont plus de la moitié sont des logements qui ont une très faible performance énergétique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au plan global ? Qu'est-ce qu'on fait au plan politique pour faire gagner des parts dans la qualité du parc. Donc c'est aujourd'hui les collectivités locales qui sont les acteurs des politiques de l'habitat. L'État a délégué aux communes et surtout aux groupements de communes, c'est-à-dire aux communautés d'agglomération ou aux communautés de communes, le soin de conduire les politiques de l'habitat. Leurs responsabilités s'exercent notamment dans l'urbanisme. Elles ont adopté les PLU, les plans locaux d'urbanisme. Elles ont adopté des plans d'aménagement et de développement durable. Elles délivrent les permis de construire. Donc elles ont, les collectivités locales, des leviers d'action pour effectivement protéger l'environnement dans l'habitat, pour autoriser ou non la construction de telle maison à tel endroit, et pour lui donner des caractéristiques. Donc le pouvoir d'influer sur le parc de logement, il est en grande partie dans les mains des maires. Et donc les collectivités sont tenues par la loi d'adopter périodiquement ce qui s'appelle un plan local de l'habitat, donc de dire pour 6 ans, eh bien voilà quelle est la stratégie que je vais conduire dans mon plan local de l'habitat. Par exemple, construire des logements locatifs si dans la commune il en manque, ou au contraire favoriser l'arrivée de nouveaux ménages et donc leur proposer un habitat sous forme pavillonnaire qui leur convient, ou exactement l'inverse. Éviter de construire d'autres maisons neuves parce que la commune est déjà très largement artificialisée et on veut surtout préserver les usages naturels et agricoles de la commune. Donc chacun définit sa politique et débat de façon démocratique de son plan local de l'habitat. Donc au niveau de notre territoire, donc Tours Métropole vient d'adopter son 3e plan local de l'habitat. Donc celui-là couvre les années 2018-2023. Il comporte 2 mesures spécifiquement orientées vers la transition énergétique dans l'habitat. La mesure 9.1 qui s'appelle « Accroître la performance énergétique et la capacité productive des bâtiments » et la mesure 9.2 qui s'appelle « Agir en faveur d'une plus grande résilience et contribuer à la transition énergétique ». Donc on est en plein dans le sujet. Donc la première mesure s'est vue dotée de 3,6 millions d'euros pour le parc public de logement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, des organismes d'HLM qui ont une certaine capacité à prendre des décisions pour des immeubles avec de nombreux logements. Donc on a effectivement une petite moitié du parc de logements locatifs qui a la chance d'être détenu par des organismes d'HLM et qui effectivement peut avoir des travaux de mise à niveau. Donc c'est à ça que servent les 3,6 millions d'euros. Et 5,4 millions d'euros pour le parc privé. Alors parc privé, tant les propriétaires que les logements locatifs, et qui prévoit un ensemble d'actions pour les sensibiliser et les accompagner, donc avec effectivement des subventions, voire des déductions fiscales, etc. Et donc la mesure 9.2, elle a moins besoin d'avoir des dotations budgétaires importantes, elle est plutôt constituée d'actions de communication, d'expérimentation,
de faire évoluer les pratiques des professionnels et les pratiques des maîtres d'ouvrage. Donc cette mesure, au-delà des actions de communication, elle a des orientations stratégiques comme diminuer l'empreinte environnementale des opérations de rénovation et de construction, promouvoir des formes urbaines et des dispositifs adaptés au changement climatique, donc par optimisation des apports solaires, etc., de conserver au maximum la perméabilité des sols, c'est-à-dire d'éviter leur artificialisation, et mettre en œuvre des dispositifs alternatifs pour la gestion des eaux pluviales, à l'occasion d'opérations de construction neuve dans des lotissements, par exemple. Et enfin, de préserver la biodiversité écologique en développant les initiatives de végétalisation, donc de laisser des espaces verts ou de planter des arbres partout où c'est possible. Donc ça, c'est des actions qui sont plutôt des actions à l'initiative publique des municipalités pour effectivement créer un cadre qui soit plus respectueux de l'environnement pour l'habitat. Donc, bon, globalement, je pense quand même que les pratiques des collectivités, en tout cas de Tours Métropole, sont insuffisantes si on veut véritablement... enfin, on pourrait espérer qu'elles soient plus vigoureuses dans des aspects de protection de l'environnement. Donc on vient de voir le rôle des collectivités locales, des communes, mais c'est essentiellement l'État quand même qui conserve l'essentiel des responsabilités dans les mises en œuvre des politiques publiques de transition énergétique dans l'habitat, à travers le cadre législatif et réglementaire. C'est quand même l'État qui décide des lois et qui décide des règlements, par exemple des réglementations thermiques 2020, etc. Et c'est lui qui décide également des financements publics, notamment pour la construction HLM ou pour la réalisation de telle ou telle infrastructure qui va permettre effectivement de construire des logements. Pour ce qui est du parc de logements privés, l'État intervient sous forme d'avantages fiscaux, donc les crédits d'impôt pour la transition énergétique. D'autre part, sous forme de subventions. Alors ça change tous les 6 mois. Ça progresse. On a de plus en plus de logements qui sont effectivement réhabilités avec l'aide de l'État. Mais ce que je peux déplorer à titre personnel, c'est l'instabilité de ces politiques. Le grand public n'a pas la possibilité de connaître précisément toutes ces choses-là parce que ça change très souvent. On va vous proposer pour telle catégorie de ressources des subventions et 6 mois plus tard, ce ne sera plus les mêmes subventions ou plus les mêmes catégories de ressources qui peuvent en bénéficier. Donc c'est vraiment un handicap fort dans les politiques de l'État par rapport au parc privé. Globalement, ce qu'on peut constater, c'est comme ce que je disais tout de suite de Tours Métropole, c'est que les résultats atteints ne sont pas à la hauteur de l'enjeu de préservation de la planète, notamment en raison de règles insuffisamment contraignantes. Il y a des investissements financiers trop faibles, il y a l'instabilité des politiques conduites, c'est ce que je disais sur les subventions, et ce qui les rend illisibles aux yeux des citoyens. Donc il y a un réseau qui s'appelle le CLER, le réseau pour la transition énergétique. Il recommande 4 orientations pour vraiment changer les choses dans l'habitat. Le fait de pouvoir se chauffer à un coût raisonnable doit devenir un critère de décence des logements. Donc ça veut dire qu'il faut interdire progressivement à la location les passoires énergétiques, c'est-à-dire tous les logements qui sont de catégorie d'étiquette F ou G. Il faut renforcer massivement le financement de la transition énergétique en mobilisant des moyens financiers beaucoup plus importants que ce qu'on mobilise aujourd'hui. Il faut également que le besoin d'information, de conseils, d'accompagnement des particuliers soit effectif sur tout le territoire et qu'on puisse avoir un service public de la performance énergétique de l'habitat. Aujourd'hui, les propriétaires sont insuffisamment accompagnés, où on leur propose des aides privées, les fournisseurs d'énergie notamment, EDF par exemple, et Leclerc pense que c'est un service public de la performance énergétique dans l'habitat qui permettrait effectivement d'élever fortement le niveau de réalisation des travaux. Et enfin, la transition énergétique exige de redéfinir le rôle des acteurs publics et privés.
en réhabilitant l'État stratège au service des territoires, c'est-à-dire une, un partenariat entre l'État et les collectivités pour mener des politiques au plus près, évidemment, des besoins de la population. En donnant aux autorités de régulation les moyens juridiques et humains d'assumer leur mission, dans un sens un peu plus contraignant. Plus on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, et bien effectivement, moins il y a de travaux. Et donc il faut encadrer davantage. Et en allouant aux collectivités locales des moyens financiers stables pour la réalisation de plans territoriaux aussi ambitieux que possible. C'est vrai que c'est au plan local que les choses peuvent se décider, mais il faut que les collectivités aient les moyens financiers pour le faire, et ça c'est l'État qui peut leur allouer. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, c'est qu'il y ait effectivement un réveil de toutes ces politiques publiques pour la préservation de l'environnement dans l'habitat. Voilà, j'ai fini mon exposé. J'espère qu'il vous a intéressé. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. J'aurai toujours plaisir à y répondre.